Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Forum national Activons les sciences en classe, forum qui est organisé conjointement par les cahiers pédagogiques et la Fondation La Main à la Pâte. Valérie Masson-Delmotte. Bonjour Valérie. Bonjour. Ainsi que Marc-André Sellos, pardon. Bonjour Marc-André. Bonjour. Alors, je ne vais pas vous présenter, ça serait trop long, mais rapidement, je signalerai que vous êtes Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherche au CEA, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et coprésidente depuis 2015 du groupe numéro 1 du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui étudie les aspects scientifiques du changement climatique. Et vous avez donc été particulièrement sollicité depuis le 20 mars dernier, suite à la publication de la synthèse du 6e rapport d'évaluation du GIEC. Marc-André, vous êtes biologiste et vous êtes spécialisé en botanique et mycologie. Vous êtes spécialiste de la symbiose et professeur du merveilleux Muséum national d'histoire naturelle à Paris au sein de l'Institut de systématique, évolution et biodiversité. Je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur agrégé de musique en retraite, membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques, mais aussi chercheur jusqu'à un temps récent en musicologie, habitué donc des sources, de la démarche scientifique critique et de la confrontation des hypothèses et la sagacité espérée des collègues et des chercheurs. Je suis enfin, car il est important de savoir d'où l'on parle, militant écologiste. Et Jean-Michel Zakhartchouk m'accompagnera dans l'animation de cette table ronde. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, donc Jean-Michel Degartchou, je suis professeur honoraire de lettres et membre de la rédaction des cahiers pédagogiques et notamment j'ai coordonné il y a quelques années un numéro qui s'appelait Urgence écologique, un défi pour l'école, et là on va sortir au mois de mai un numéro qui va s'appeler Enseigner avec la nature, donc c'est vraiment les deux grandes thématiques d'aujourd'hui. Le premier est le numéro 560 et le deuxième que tu signes, ça sera le 585 ou voilà, c'est ça. 586, 585 je crois. Voilà. Valérie, Marc-André, vous avez tous les deux assisté aux ateliers qui se sont déroulés dans la première heure, le premier concernant des partages de pratiques, le second, l'éducation à la biodiversité. Peut-être pourriez-vous l'un et l'autre dans un petit discours de 10 minutes chacun environ, nous faire part de vos remarques sur ce que vous avez entendu, vos sensations et bien entendu, vous donner votre expertise qui sera la bienvenue. Je ne sais pas, Valérie, peut-être sur l'atelier climat. Merci beaucoup. Donc d'abord, merci de m'avoir permis d'écouter les témoignages, les retours d'expérience qui ont été partagés dans la dernière heure, qui montrent en fait un travail attentif, bienveillant, qui s'appuie sur différentes formes de ressources pédagogiques qui permettent la participation des élèves par des jeux, des projets qui suscitent la réflexion, l'appropriation, le fait d'apprendre ensemble. Et je veux juste faire une petite digression vers un certain nombre d'éléments clés du rapport de synthèse du GIEC qu'on a rendu donc le 20 mars et qui finalement font écho à cela. Donc ce rapport de synthèse, il aborde bien sûr les tendances actuelles, les futurs possibles et les leviers d'action qui permettent d'accélérer l'action maintenant. Moi, j'en retiens 3 points principaux. La gravité de la situation actuelle, l'urgence à porter des transformations. Le président du GIEC a parlé d'espoir. Moi, je préfère parler de détermination à agir. Et derrière ce rapport du GIEC, je pense qu'il y a vraiment la dimension d'émancipation des sciences. Pourquoi émancipation ? On a entendu ce matin le témoignage d'enfants qui parlaient de cette chaleur de l'année dernière, de l'été dernier, qui a compliqué en fait leur vie quotidienne, leurs loisirs, qui a touché parfois des proches. Et donc, donner sens à ce qui est observé, c'est aussi le rôle des sciences, comprendre les causes des changements avec lesquels nous vivons. Ensuite, avoir une vision plus précise des évolutions à venir, pouvoir s'appuyer sur ces connaissances scientifiques, parfois qualitatives, parfois quantitatives, pour savoir à quoi se préparer. C'est aussi cette dimension d'émancipation des sciences qui donne des clés pour agir. Et enfin, éclairer les choix possibles et leurs conséquences,
pour faire autrement en étant conscient qu'il n'y a pas une seule solution, une solution simple. Et chaque levier d'action a des avantages, des inconvénients. Et on doit en débattre pour pouvoir ensuite construire des projets intelligents, puis après faire le retour d'expérience de ces projets. Donc, ce qu'on voit en fait partout dans le monde, c'est une action pour le climat qui monte en puissance, pas seulement dans les classes, pas seulement avec des jeux et des projets, mais par des politiques publiques, par l'engagement des citoyens, l'action dans les entreprises aussi. Donc, ça monte en puissance, mais ce n'est pas à l'échelle. On voit aussi des impacts généralisés et qui s'aggravent et qui vont continuer à s'aggraver pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire, avec des contributions historiques actuelles et des vulnérabilités inégales, des capacités à agir inégales. Certains d'entre vous en ont aussi parlé ce matin, de la difficulté d'être sensible dans les échanges avec les enfants et les familles à ces vulnérabilités, ces capacités à agir différentes. Et puis les rapports montrent que si on réduit massivement les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, on pourrait réussir à améliorer rapidement la qualité de l'air, avoir des effets discernables en une vingtaine d'années. Donc cela montre que l'évolution future du climat, elle dépend de ce que l'on est capable de faire, pas seulement en France bien sûr, mais dans le monde entier, et que beaucoup des risques liés au climat peuvent être limités par des stratégies d'adaptation. On a eu l'exemple de verdir des espaces communs près des écoles. On a en fait un ensemble de leviers d'action qui peuvent permettre aussi de limiter les risques. On a une vision plus claire de ce qui fonctionne, de ce qui peut être déployé à grande échelle, avec, à mon sens, 3 grands volets. Un volet de solutions technologiques et l'importance de comprendre, pour aussi des enfants, ce que peuvent apporter l'innovation technologique, répondre aux besoins d'aujourd'hui en réduisant l'empreinte environnementale, avec également des solutions qui s'appuient sur la nature, faire avec les écosystèmes, comprendre la manière dont nous en dépendons, les respecter, avec des leviers d'action pour s'adapter, mais aussi pour stocker du carbone, avec aussi le fait de rendre accessibles des styles de vie plus sobres en carbone par des politiques publiques, des infrastructures. Donc là, c'est plutôt les transformations de société. Et je pense par exemple à des pays à côté de nous, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, où les enfants vont à l'école à vélo, et ça n'est possible que parce qu'il y a des infrastructures. Ce n'est pas des choix individuels. On a bien sûr des enjeux importants dans l'organisation de nos sociétés, notamment la réorientation de financement, les priorités, les coopérations, les solidarités. Et finalement, les leviers clés, c'est la capacité à construire ensemble en tenant compte de valeurs et de visions du monde différentes. On voit qu'on est vraiment devant des enjeux de ce type-là. Et donc, je termine parce que ce rapport de synthèse du GIEC, il aborde explicitement la question de l'éducation, des apprentissages, des co-constructions de connaissances. Alors, le jargon qu'on utilise, c'est la notion de littératie climatique, comme la littératie, c'est lire, écrire et compter. Comprendre les causes des changements observés, comprendre les implications, mais aussi connaître les clés pour agir et se doter de compétences pour apprendre à agir ensemble. Pour moi, c'est vraiment ça, la littératie climatique, et qui s'apprend par les projets dans le cadre de l'école, les éco-délégués, qui s'apprend sous forme de jeu, qui, par la distance, par le rire, permettre aussi de surmonter parfois des blocages dans la manière d'aborder les choses ou des émotions qui peuvent paralyser. Et enfin, la dernière chose, c'est que la compréhension, on va dire purement abstraite ou intellectuelle, cette littératie climatique, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et ce qui permet en fait de se percevoir non pas comme spectateur de transformations subies, mais comme acteur, c'est vraiment les dynamiques collectives, c'est l'évolution des normes culturelles, sociales. Et donc là, le rôle de la communauté éducative, des liens entre les enfants et les familles, on voit bien qu'en fait, il y a vraiment un rôle particulièrement important. Et puis la dernière chose que j'ai notée ce matin, c'est d'abord l'apprentissage de la démarche scientifique avec des jeux, avec des projets, formuler des questions, expérimenter, construire l'esprit critique des uns et des autres, analyser les retours, apprendre collectivement. Et puis de manière bienveillante, plusieurs d'entre vous aussi l'ont dit ce matin, les enfants en fait ne se posent pas la question du changement climatique, ils vivent avec, ils le vivent depuis leur petite enfance, ils vont continuer à vivre dans un climat qui change.
Ils vont être dans des sociétés qui vont porter des transformations de fond. Si on veut être dans une société zéro émission de CO2 en 2050, si on met en place des stratégies d'adaptation, ce sont des changements profonds. Et donc, grandir, s'épanouir en étant acteur de transformation, c'est aussi un endroit pour lequel la science, la démarche scientifique et l'école ont vraiment une vocation émancipatrice. Voilà. Merci beaucoup, Valérie Masson-Delmotte. Merci aussi du souci que vous avez toujours eu de faire le lien avec nos élèves, les enfants et les familles. Donc, c'est quelque chose de précieux pour nous. Marc-André Solos, vous avez travaillé sur la biodiversité et donc on va vous entendre sur votre retour sur cet atelier de ce matin. Je voudrais tout de même vous interroger avant sur ce terme qui m'interpelle, biodiversité, c'est-à-dire la diversité biologique, quelque chose qui peut donner la sensation d'une juxtaposition d'éléments individuels. Qu'est-ce que c'est que cette diversité et la manière de l'aborder avec des enseignants, évidemment, dans le cadre de votre réponse concernant l'atelier auquel vous avez assisté. Merci Marc-André. Oui, alors je vais y venir effectivement. Avant, je voudrais juste vous signaler que Valérie et moi-même, nous intervenons dans une préparation à l'agrégation. Alors, c'est quand on y arrive dans des emplois du temps chargés par ailleurs, celle donc qui réunit des écoles normales, l'Université Paris-Sud et le Muséum national d'histoire naturelle, et que, je le dis au moins à titre personnel, c'est une façon de dire à quel point nous croyons que la formation des enseignants et les enseignants sont un moyen pour aller au-devant des problèmes que nous avons à gérer, et notamment, mais pas que, ceux de biodiversité. Alors, on a donc eu 2 présentations, l'une sur des inventaires ornithologiques, des inventaires d'oiseaux, et l'autre sur de la modélisation de sensibilité, de développement de maladies de scolytes, donc d'insectes attaquant des épicéas. C'était des présentations qui étaient tout à fait remarquables parce qu'on voit très bien que derrière ces pensées et les étudiants, les élèves ressortent avec des leçons et aussi, alors ça c'est ça qui m'a intéressé, des méthodes. Parce que, je vais faire une toute petite parenthèse, on dit souvent qu'il y a des matières qui sont importantes pour la méthode qu'elles amènent. C'est quelque chose qui est profondément méprisant pour toutes les autres matières, car en fait, toutes les matières amènent des méthodes. Chaque matière a ses méthodes propres. Et donc, chaque matière, au-delà d'introduire un objet, elle introduit aussi des façons de l'approcher. Ces façons de l'approcher, je pense par exemple pour les SVT à l'observation ou à la capacité expérimentale. Ces méthodes-là sont des choses qui servent dans le réel. Donc, ces projets, ils étaient tout à fait séduisants pédagogiquement. Néanmoins, il y a toujours une façon d'aller chercher la petite bête. Il reflète quelque chose, et ce sera mon deuxième propos, après avoir dit que c'était vraiment du beau travail et qu'on en voudrait voir plus du comme ça. Il reflète une approche de la biodiversité qui n'est, à mon sens, que partielle. Je m'explique. En réalité, on est là sur la discussion des espèces. Or, la biodiversité, c'est bien sûr la diversité des espèces. Ça, c'est un niveau de diversité. Mais il y a 2 autres diversités. La première, c'est la diversité des liens entre les espèces, la diversité des relations qu'ils entretiennent et la fabrication d'assemblages d'espèces que sont les écosystèmes et les communautés. Ça, c'est un niveau qui est supra-spécifique. Et là, je vais peut-être, Jean-Charles, un peu au-devant de ce que vous disiez sur voir plus que des éléments individuels. Mais en revenant aux éléments individuels, il y a aussi une autre dimension de la biodiversité, qui est la dimension de la biodiversité intraspécifique. Dimension de diversité génétique. Alors ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on nous dit que 80% des insectes ont disparu en 30 ans, 30% des oiseaux ont disparu en 15 ans, 70% des mammifères ont disparu en 50 ans. Et je lis l'autre jour sur un blog que c'est n'importe quoi. Ça montre que les gens qui parlent de la biodiversité sont en train de nous affoler pour rien, parce qu'en fait, ce n'est pas le nombre d'espèces. Ce n'est pas des disparitions d'espèces. Et c'est tout à fait vrai. C'est des disparitions d'individus, c'est des régressions des effectifs. Et alors ça, c'est très important parce que c'est bien une régression de la biodiversité, mais il faut comprendre que la biodiversité, ce n'est pas que des espèces. Regardez, Jean-Charles et moi, par exemple, on ne voit plus Valérie, on devine Jean-Michel encore, on est très différents d'un individu à l'autre, et ces différences ne résultent pas que de ce que nous avons vécu, elles résultent du fait que nous portons des formes différentes de gènes que nous avons en commun, voire même d'ailleurs, mais très marginalement chez l'homme. Ce n'est pas vrai pour toutes les espèces, hein.
du fait que nous portons des gènes différents. Et cette diversité intraspécifique, la biodiversité génétique, elle fait aussi partie de la diversité, et nous ne devons pas oublier de faire parcourir à la biodiversité les échelles du vivant, une démarche qui est très propre au SVT d'ailleurs, hein, mais qui est la démarche de tout honnête homme. C'est d'aller du minime au très grand, d'aller de la diversité génétique à la diversité des assemblages d'espèces, en passant par la diversité des espèces. Après vous avoir donc brièvement parlé des ateliers, parlé de l'ampleur de la biodiversité qu'il ne faut pas oublier, j'aimerais en arriver à un troisième point qui est celui de l'interdisciplinarité. On sent bien, par exemple, quand on doit décrire sur des organismes non humains la diversité, qu'on a besoin d'outils mathématiques. Par exemple, d'estimer la dispersion par rapport à la moyenne de certains traits mesurables. On parlait dans l'atelier, et Jean-Charles, vous allez être, je pense, sensible à ça, on parlait dans l'atelier sur les oiseaux des aspects du chant et des aspects qui convoquent éventuellement un enseignant de musique. Bon, non, ce que je veux dire par là, c'est que la biodiversité n'appartient pas à une discipline ou à une autre, de même que le climat non plus n'appartient pas à une discipline ou à une autre. Et d'ailleurs, je vais plus loin, la cervelle des élèves n'appartient pas à une discipline plus qu'à une autre. Or, bizarrement, et j'allais dire maladivement, la structure de nos enseignements, elle est constituée de disciplines. Nous sommes tous moulés, et je dis nous parce que j'ai l'honneur d'être professeur agrégé de sciences naturelles, alors ça définit un peu mon âge, hein, mais nous sommes tous moulés, mais bien moulés dans une discipline. Et ce moule, il est complètement con par rapport à la nécessité de faire une seule cervelle. Nous déposons des petits tas, chacun, comme des tas de gravats dans une décharge, qui sont les enseignements de nos disciplines. Et ce ne seront des gravats qu'autant qu'on ne pensera pas à unir ces éléments en une construction, par exemple un palais, que peut être l'esprit d'un élève si les disciplines dialoguent. Et alors ce dialogue, c'est bien parce qu'on le retrouve dans des initiatives ponctuelles, mais vous remarquerez qu'il n'est absolument pas porté par la structure des enseignements, et surtout, ça s'évoquait à un moment dans les questions de l'atelier, dans la structure des emplois du temps. Et ça, c'est une chose que nous allons devoir revoir. Nous sommes face à des défis systémiques. La biodiversité, les enjeux de santé, le climat, c'est des choses qui vont de la vie quotidienne à des connaissances de physique, de chimie, de biologie, des outils mathématiques complexes, des façons d'appréhender le réel qui convoquent le savoir lire, le savoir raconter, le savoir écouter, le savoir entendre. Alors, en fait, il va falloir qu'on construise beaucoup plus ensemble. Et ça va commencer par les gens qui, comme moi, mettent le nez dans les programmes. Il faudrait qu'ils arrivent enfin, c'est pas faute de le demander, à avoir la possibilité, lorsqu'on étudie un programme, que ce programme, il contienne des choses pensées avec les autres disciplines. C'est vraiment important. Le dernier point qui a été soulevé en termes d'emploi du temps me permettra un dernier commentaire avant de rendre l'antenne. Et surtout de conclure, c'est la question de l'emploi du temps. Aujourd'hui, on a besoin de montrer que l'école s'ouvre sur le vivant, sur le monde extérieur. On a besoin de temps et de possibilités de sortir dehors pour redonner une pertinence à l'enseignement qu'on donne au collège, au lycée ou même au primaire. Et ça, c'est difficile à la fois par la structure des emplois du temps, par les moyens dont on dispose et aussi pour des raisons d'assurance ou d'administration. On a vraiment besoin, si on veut parler de ces grands problèmes comme la biodiversité ou le climat, on a besoin de sortir, de voir comment ici et là on gère une énergie plus verte, de voir comment ici et là la biodiversité, elle est faite d'espèces, mais aussi de diversité génétique ou de diversité d'assemblage d'espèces. Un dernier mot. Pour conclure, je ne pense pas qu'on puisse aborder le climat ou la biodiversité sans une vision plus globale des bases. Et je suis un petit peu inquiet que derrière l'agitation et la charge des programmes, on ne pense pas toujours aux bases. Et je vais vous dire juste, prononcer un mot. Et s'il n'y avait qu'un mot à retenir de tout ce que je vous ai dit, ce serait celui-là. Évolution. Nous sommes dans un monde qui n'a pas compris l'évolution. Il ne l'a pas compris pour lui, puisqu'on parle toujours de transition. Je suis désolé, transition, c'est comme si on passait de l'ombre à la lumière, c'est comme si on faisait une seule étape. On n'a pas besoin de transition, on a besoin d'évoluer. Après tout, l'agriculture conventionnelle fut une transition. Et puis elle pose aujourd'hui des problèmes de qualité de l'environnement ou de qualité de l'alimentation qu'on veut résoudre. Donc la transition, c'est un non-sens. C'est l'évolution perpétuelle. Observer ce qui se passe, changer ses attitudes en fonction de ça. Nous avons besoin d'évoluer. Et d'ailleurs, le vivant, il évolue. Notamment la compréhension de ce qui va arriver aux espèces vivantes face au changement climatique, c'est comprendre leur évolution, s'inspirer de leur évolution passée, voir leur capacité d'évolution actuelle. On a besoin donc d'aller vers le climat, d'aller vers la biodiversité, mais il ne faut pas qu'on y aille frénétiquement
en ne parlant que de ça. Il faut que nous ayons en tête derrière de gérer des choses beaucoup plus fondamentales. Et je reboucle sur le début de mon exposé, notamment les méthodes. Et des grands concepts transversals, transcendantaux. Je pèse mes mots en disant ce mot de transcendantaux, comme par exemple l'évolution, qui intéresse aussi bien la biologie que la culture. Merci Marc-André. En fait, vous avez déjà abordé une foule de questions que je voulais vous poser à l'un et à l'autre. Donc, on va pouvoir rentrer dans les détails. Moi, je retiens effectivement les méthodes qui appartiennent à toutes les disciplines. Clairement, enfin, y compris comment apprend-on la musique. Et Dieu sait si le mot méthode et renvoie à des souffrances musicales dans l'histoire de beaucoup de musiciens. Je retiens aussi que les liens et les relations aussi dans cette biodiversité. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a frappé en lisant. Je n'ai pas eu le temps de les lire en entier parce que voilà, il y a une question de temps, mais dans vos ouvrages, vous êtes spécialiste des champignons, je vais le dire simplement, et vous montrez, et Valérie, je vous montrais de réagir à ça aussi, vous montrez en fait qu'on est dans des systèmes. Valérie, vous écrivez dans quel climat pour vous, vos enfants et vos petits-enfants, qu'il y a la difficulté du niveau personnel pour la prise en compte du niveau climatique chez les enfants, et en même temps de faire comprendre qu'on est 7 milliards, quoi. C'est désespérant finalement pour un pédagogue. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre à ces enfants, tout en liant les démarches scientifiques, évidemment, il ne s'agit pas de dire, mais de faire, non seulement de faire comprendre, mais faire vivre, qu'on est dans cette biodiversité humaine, pédagogique et une biodiversité de la nature. Valérie, peut-être. Oui, merci. Alors en fait, je dirais que moi, ce qui m'avait frappé comme scientifique du climat, paléoclimatologue, c'est notamment le fait qu'on donne assez rapidement aux enfants des repères sur l'histoire de nos sociétés. Et qu'en fait, en ajoutant des repères par rapport à l'histoire des variations naturelles du climat de la Terre, d'abord, ça permet de comprendre la manière dont cette histoire géologique a façonné le vivant d'aujourd'hui, mais aussi la relative lenteur des variations naturelles passées, et ce qui permet aussi de prendre la mesure par rapport aux ruptures qui sont en cours. Donc, le fait de parvenir à bien comprendre les interdépendances entre les écosystèmes, leurs fonctions, leurs services et nos sociétés humaines, je pense que c'est un point important pour nous reconnecter par rapport à ce monde naturel qui n'est pas toujours visible avec la manière dont les enfants d'aujourd'hui grandissent, de plus en plus en ville, de plus en plus avec des loisirs virtuels. Donc, apprendre par les connaissances, par la démarche scientifique, mais aussi par l'expérimentation, le vécu, à sentir aussi ces interdépendances, c'est un point important. Donc, nous voir, nous, humains, comme faisant partie de ce système Terre avec le non-humain. Donc ça, c'est la première réflexion que j'ai sur ces grands systèmes. Et après, la deuxième réflexion, c'est pour être acteur de transformation, pour parvenir vraiment à être sérieux pour limiter les risques liés au changement climatique. Ce dont on parle aussi, ce sont des transformations de nos grands systèmes. Donc, bien sûr, le système énergétique, qu'il soit résilient et décarboné. Ensuite, le système alimentaire, qu'il permette d'avoir une alimentation nutritive et saine en préservant le vivant et en stockant du carbone. Nos systèmes de ville, en fait, nos infrastructures, qu'elles répondent à nos besoins, tout en permettant aussi d'agir dans les autres dimensions avec de la place aussi pour la nature en ville. On en a parlé, c'est important pour des aspects aussi de bien-être, pas uniquement des aspects, on va dire, purement de service, mais important par rapport à la chaleur extrême, notamment dans les villes. Voilà, donc ce sont quelques-uns de ces exemples où en fait on peut aussi aider à faire le lien entre pas uniquement ce que l'on fait à l'échelle individuelle, je ne sais pas, le système de chauffage d'une école, mais plus largement en fait, que ce soit un exemple qui permet de connecter le vécu, l'échelle personnelle, collective, aux transformations apportées. Et plusieurs des intervenants ce matin ont souligné ce qui était visible et ce qui n'était pas visible. Une vraie difficulté pour le climat, c'est que les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas visibles. Donc là, on a vraiment besoin de construire des ressources pour les rendre visibles.
Et j'ai vu des exercices pédagogiques qui utilisent différentes formes, qui permettent de visualiser pour telle ou telle action, telle ou telle manière de produire de l'énergie ou de l'alimentation, ce qui est invisible en termes d'émissions de gaz à effet de serre associés. Et la dernière chose sur les clés de réflexion, c'est la capacité à se déplacer dans le temps. Et les enfants ont une capacité formidable en fait à se déplacer dans le temps. C'est aussi quelque chose qui peut tisser des liens entre les générations. Dans le rapport de synthèse du GIEC, on a, nous, l'évolution observée au niveau planétaire, 1,15 degré maintenant, 1,7 degré en France, due à l'influence humaine sur le climat. Et puis ensuite, on a 5 futurs possibles, représentés de manière très simple. Une année, une barre verticale qui va du bleu au rouge. 5 scénarios très contrastés possibles pour le futur. Les enfants comprennent très bien le « et si ». Et si on continue comme maintenant, alors vers quoi on va? Et si on change, alors qu'est-ce qui peut être différent? Ou le scénario où on ne prête aucune attention aux questions climat, qu'est-ce que cela pourrait donner? Et à partir de là, on peut projeter ça à l'échelle d'une vie humaine, c'est-à-dire ce qui a été vécu par la génération des grands-parents, des parents, les jeunes générations d'aujourd'hui. Donc faire le lien entre cette durée de vie et aussi les caractéristiques climatiques à plus long terme. Je pense que c'est quelque chose qui peut s'appuyer aussi sur de l'empathie, permettre de dépasser l'immédiat pour se projeter dans le temps long. Voilà, donc c'est quelques-unes des clés et des éléments auxquels il me semblait important de souligner le dernier volet, l'absence de fatalité. Quelque chose qui émerge aussi dans le discours collectif. Ce sont aussi des discours qui visent à saper la crédibilité de notre capacité à agir, qui visent aussi à opposer même différents types de solutions par rapport à l'action pour le climat. Et donc, montrer à chaque fois qu'il y a un potentiel d'action, mais que chaque levier d'action a des avantages, des inconvénients. C'est aussi quelque chose qui me semble important pour comprendre les leviers d'action et cette dimension émancipatrice des connaissances, où on n'est pas passif dans un climat qui change, mais on en est acteur avec des clés différentes. Voilà, donc c'était aussi ce côté-là que je voulais souligner. Oui, ce potentiel d'action est particulièrement important et fait du bien à entendre en réalité. J'ai, à la fin de ma carrière, eu de plus en plus d'élèves, des jeunes filles, des jeunes femmes essentiellement, qui me disaient « moi, je n'aurai pas d'enfant parce que ça ne va ». En gros, ça ne va pas valoir le coup d'être vécu. Si, ça vaut le coup d'être vécu et nous avons ce potentiel d'action. Marc-André, j'ai été surpris quand j'ai lu les livres en cours par une dimension quasiment politique de vos ouvrages et dans ce que vous décrivez. Par exemple, vous décrivez la transposition d'un arbuste ou un arbre. Je suis désolé, je n'ai pas retenu les noms parce que c'est pas du tout… Voilà. D'un terrain où ils sont extrêmement productifs à un terrain où ils ne sont plus productifs parce qu'on a voulu les mettre ailleurs. Et évidemment, la transposition de l'arbuste ne donne rien. Parce que le terrain n'est pas transposé lui-même. Est-ce qu'on a rompu avec notre environnement finalement? Est-ce que, et là je parle, c'est ça, c'est en ça, et c'est politique dans le sens une manière d'habiter le monde. Et Frantz Fanon disait qu'on a rompu ce lien avec la biosphère. Est-ce que ça, c'est quelque chose à reconstituer? Est-ce que c'est rompu? Est-ce que c'est gravement abîmé? Alors, c'était effectivement présent aussi dans ce que disait Valérie au départ de sa précédente intervention, cette idée de reconnecter, et il y a de très bonnes plumes là-dessus. Au fond, Descola a planté le cadre d'un monde occidental qui, à la différence d'autres mondes, a vu la société en opposition à la nature. Ça a donné d'ailleurs quelques efficacités à court terme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout heuristique, pour utiliser un gros mot. Ça ne nous donne pas du tout de pistes pour l'avenir ou pour avancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens donc, comme Morisot, ou encore d'ailleurs Dominique Bourg, d'une certaine façon, des gens alors, c'est assez amusant, qui sont des philosophes. Et ça montre bien la nécessité d'une interdisciplinarité qui nous offre des façons de repenser notre lien au monde. Mes livres ne sont pas politiques, ils sont gros et plutôt scientifiques, mais le prochain que je prépare pour janvier prochain, c'est la destruction de nos idées reçues sur la nature et la reconstruction justement d'une vision de la nature intégrant l'homme. Alors, c'est un problème difficile, et effectivement, où on se balade, comme le soulignait Valérie, entre
le portrait de désastres absolus qui ont à jamais abîmé notre environnement, et au contraire d'autres choses qui sont source d'espoir. Et cette espèce de source d'espoir, je voudrais vraiment rebondir sur ce qui a, dans vos deux propos, Valérie et Jean-Charles, a affleuré cette idée de gamin que je vois, pardon, mais vu de mon âge, qui ne veulent pas faire d'enfants parce que c'est trop atroce. Alors, d'un côté, je comprends et je suis empathique avec ça. D'un autre côté, je me dis que si ceux qui ont compris qu'il y a un problème ne transmettent pas cette vision du problème et la perspective de solution, alors là, eh ben, on est mal parti. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut savoir faire des enfants bien et les former bien, plus que de ne pas en faire. Il n'échappe pas que la démographie est un suraccident du mode de vie à l'occidental. C'est-à-dire que comme il y a de plus en plus de gens qui doivent vivre comme ça, eh bien, les problèmes posés, notamment à la biodiversité, au climat, sont amplifiés. Mais quelque part, il faut qu'on s'accroche aux solutions. Nous le devons à nos enfants ou aux enfants des autres. Et nous devons transmettre. Transmettre, ce n'est pas forcément faire des enfants, mais ça peut te faire des enfants, et nous devons transmettre. Ce n'est pas des enseignants que je vais apprendre ça, mais j'aimerais commenter encore deux, trois aspects. D'abord, effectivement, vous avez raison, se voir humain, ça nécessite de se voir dépendant. L'anecdote à laquelle vous faites allusion, et j'ai le plaisir de ne pas entendre les noms des espèces, mais de voir qu'effectivement le message est reçu, et finalement un enseignant n'a pas tellement besoin d'entendre des noms latins, il a surtout besoin d'entendre que les idées sont arrivées à destination. C'est l'histoire de l'introduction par les Européens des pins en Afrique ou en Amérique voilà. du Sud. Et oui, et parce que ça pousse droit, ça pousse vite, et ça permettait de recalfater, de refaire des mâts à des bateaux en bois qui avaient souffert de la traversée. Les pins, ça pousse partout. Quand on a planté des graines là-bas, elles n'ont jamais poussé. Enfin, elles ont germé, puis ça jaunit, ça meurt. Alors, les gens ne se sont pas démontés, ils ont introduit des pins enracinés, déjà, avec leurs racines, et dans ce sol, en fait, ils ont introduit des champignons qui interagissent avec les racines des plantes, qui sont l'objet majeur de la recherche de mes équipes, que ce soit à l'université de Gdansk en Pologne ou au Muséum à Paris. Cette interaction plante-champignon, elle est absolument vitale, et en fait, ça fait des millions d'années que les plantes ne savent pas exploiter le sol, mais qu'elles l'exploitent en recrutant des champignons auxquels elles troquent contre un peu de sucre la capacité que les filaments microscopiques de ces champignons ont d'aller exploiter le sol. Et ça veut dire que la plante n'est pas indépendante du champignon, mais vous pouvez le refaire avec plein de microbes dans les feuilles, avec plein de microbes dans les feuilles, dans les fleurs, pardon, qui produisent l'odeur des plantes. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas autonome. On est dépendant, et ça rejoint votre idée sur le fait qu'il n'y a pas que des éléments individuels que vous mentionniez au début, c'est cette idée que nous vivons en réseau d'interaction et de dépendance. En ce sens, il n'est d'homme hors de la nature, il n'est de société hors de la nature. Et pour aller plus loin, pour dérouler ça, en fait, quand vous avez compris que les autres espèces sont liées à vous, bien, vous avez des moyens nouveaux. Regardez par exemple le cas du microbiote. Le microbiote humain est une formidable perspective de détection de maladies ou, au contraire, de prévention de maladies, voire de soins de maladies, parce qu'on découvre que, en fait, toutes nos fonctions sont assistées de microbes et qu'aujourd'hui, justement, des maladies comme des maladies de métabolisme, diabète, obésité, des maladies du système immunitaire, les maladies auto-immunes, l'asthme, l'allergie, ou des maladies même du système nerveux, Parkinson, autisme, etc., sont en fait dues à un écroulement de la biodiversité microbienne en nous. On mange trop proprement, on est dans un univers trop propre, et finalement, on n'a plus assez de microbes, et on finit en perdant des espèces par perdre des fonctions qui nous sont vitales. Et certains d'entre nous, par leur mode de vie ou par leur prédisposition génétique, en deviennent malades. Ce que je veux dire, c'est que, voilà encore une dimension de la biodiversité trop peu explorée, c'est dans le monde microbien que se trouve l'essentiel de la biodiversité, et pour le coup, c'est dans les microbiotes internes que nous sommes le plus abîmés, le plus directement abîmés en termes de santé, par l'érosion de la biodiversité. Alors tout ça fait un portrait à la fois positif et négatif, parce qu'on se rend compte que tout est terriblement complexe dans la mesure où chaque geste de consommation est un geste pour le climat, est un geste pour la biodiversité. Si c'est une consommation alimentaire, c'est aussi un geste pour la biodiversité que j'ai à l'intérieur ou pas, que je construis, que j'entretiens ou que je détruis. C'est très complexe, mais je vais vous dire, il y a quand même un certain nombre de grandes règles générales et de connaissances scientifiques qui permettent aujourd'hui, sur certains problèmes, de les résoudre. Bon, et il y a absolument besoin de maîtriser ça au moins. Je ne suis pas très positif parce que quand je lis, j'ai sous les mains, là, je l'ai ressorti pour vous en parler, les 53 mesures du gouvernement pour l'eau, je vois une copie qui, du point de vue du naturaliste, manque un certain nombre d'objets
Alors, il s'est vraiment vu du côté du robinet et je ne vois pas, moi, des méthodes par rapport à l'agriculture ou à la foresterie, par exemple, qui permettraient d'agir. Donc, en fait, aujourd'hui, on a une belle au bois dormant qui est qu'on a une caisse de savoir-faire en sciences qui est à peine entrouverte par les décideurs. Et ça, vous devez former une génération demain qui ne fasse pas cette erreur de ne pas aller piocher les outils dans cette caisse. C'est ce que soutient d'ailleurs la Fédération Biogé, qui fédère des académies, des sociétés scientifiques, le muséum, dont Valérie a la gentillesse d'être l'une des marraines, et qui se bat justement pour que et les citoyens et l'enseignement se servent plus des sciences et de l'interdisciplinarité. Nous avons beaucoup de mal à pousser la porte du ministère, par exemple, pour incarner vraiment une ambition au primaire, ou pour pousser les murs dans le secondaire. Jean-Michel, je te donne la parole pour le... Je crois que ton micro n'est pas branché, je ne suis pas certain. Oui, voilà. Oui, donc il y a pas mal de questions. Je vais essayer de faire une synthèse et surtout prendre les questions qui concernent vraiment l'enseignement, puisqu'il y a des choses qui sont plus générales. On a un temps limité. Donc, il y avait des questions une question sur les limites du jeu, JEU, pour expliquer le climat, les transformations du climat. Et donc, il y a des doutes sur la valeur du jeu. Peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus. Ensuite, il y a des questions sur finalement comment faire pour compter sur la capacité d'émerveillement des enfants. Quelqu'un dit on ne protège que ceux qu'on connaît, mais se rapprocher du vivant doit commencer très tôt et avec la capacité d'émerveillement dont parle cette personne. Ensuite, il est question du manque d'interdisciplinarité. Ça a déjà été un peu évoqué, mais peut-être revenir là-dessus. Comment développer l'interdisciplinarité? Et puis peut-être aussi, il y a une question, pourquoi le plan science a-t-il été abandonné? Je sais pas, je savais pas qu'il avait été abandonné. Je sais qu'il y a un plan science. Il est peut-être pas assez mis en action. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses et j'en oublie, mais bon, on a un temps limité et je laisse la place pour les réponses. Il nous reste à peine plus de 10 minutes, Valérie, peut-être sur la valeur du jeu. Dont le risque est finalement est-ce qu'on joue ou est-ce qu'on apprend? Alors, le jeu, par exemple, Climatic Tac, qui avait été développé dans nos laboratoires, c'était aussi, il a beaucoup mobilisé des jeunes scientifiques, des doctorants, avec cette idée par rapport au retour qu'on avait, nous, d'échanges, notamment avec les plus jeunes, de ce qui peut bloquer sur se projeter dans un avenir et un avenir dont on est pleinement acteur. Et donc, le jeu Climatic Tac, il permet en fait collectivement de délibérer, de faire des choix, d'explorer les conséquences. C'est un peu une course contre la montre aussi, hein, il faut bien le dire. C'est pas forcément un jeu où on gagne beaucoup. Et donc, rejouer à plusieurs reprises, repartir d'autres, formuler d'autres hypothèses, tester d'autres approches, c'est quelque chose qui est intéressant, avec lequel on peut aussi se confronter dans la vraie vie, c'est-à-dire apprendre des choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est ça ce qu'offre aussi le jeu. Le fait de recommencer, de créer d'autres possibles avec d'autres dynamiques collectives. Moi, je me souviens aussi de l'avoir joué en famille avec à l'époque mes enfants qui étaient des adolescentes et mes parents donc, qui étaient des retraités. Et cette formidable capacité du jeu à ce que les retraités, donc mes parents, ils savent ce que je fais en fait, hein. Ils entendent parler de changement climatique, ils lisent les choses, mais ça restait quand même abstrait. Et le jouer avec leurs petits-enfants, ça les a eux-mêmes amenés à se projeter dans la suite. Et je pense que ça a complètement changé la manière dont ils percevaient ce que l'on met en place maintenant par rapport aux plus jeunes. Et c'est pas la compréhension intellectuelle, mes parents sont des enseignants en retraite, c'est vraiment l'expérience commune que le jeu permet en riant, en partageant, en réfléchissant ensemble. Et donc, c'est ce dialogue que construit le jeu. Moi, je crois beaucoup aussi aux formes qui s'appuient sur l'art, qui, à côté de la science, jouent sur d'autres ressorts, en fait, hein, d'éléments qui nous relient. Ce qui a été mentionné aussi ce matin, c'est le rire, c'est la joie, ce que le jeu permet de faire. Et ça peut paraître un peu étrange, mais
Quand moi, j'ai participé à la supervision de rapports du GIEC avec des scientifiques du monde entier, c'est lourd en fait, hein, c'est beaucoup de travail. Ça a été fait même dans le contexte de pandémie à distance, comme on le fait maintenant, ce qui est un peu compliqué. Et donc, les choses qui ont vraiment fonctionné, c'est les moments de rire collectif, parfois fortuits. C'est aussi la joie de l'intelligence collective. C'est-à-dire de voir, avec les efforts des uns et des autres, ce qu'on construit. Et je pense que les jeux, ils donnent cette opportunité-là aussi d'intelligence collective. C'est-à-dire l'écoute. Quelqu'un qui a une bonne idée sur un jeu collectif, on le met en place et là, on se réjouit de voir que ça fonctionne. Voilà. Donc peut-être il y a aussi ce côté un peu en raccourci d'expérience profondément humaine où on mobilise en fait l'intelligence collective sur les jeux coopératifs. Oui, on arrive donc à la capacité d'émerveillement, Marc-André Sellos. Oui. C'est Alors, cette capacité d'émerveillement. J'avais un élève qui est devenu professeur de biologie, de sciences naturelles, et qui disait qu'il s'émerveillait devant un talus SNCF et qui s'émerveillait de ce qu'il pouvait y trouver, de la capacité des petites bêtes à y survivre dans le gras des trains. oui, mais alors, bon, il n'y a pas d'endroit où il n'y ait de vivant et potentiellement pour qui est attentif de choses à observer. Donc, voilà, la vraie question, c'est qu'on ne peut pas expliquer des propriétés ou des nécessités d'agir sur des choses que les gens ne perçoivent pas. Ça, c'est impossible. Et donc, il y a un moment où, avant d'expliquer un objet, il faut le présenter et créer un lien de la personne à cet objet. Et ce lien, j'ai le regret de le dire, les SVT ne savent pas le créer en général. Alors, certains enseignants, à titre personnel, y arrivent. Mais ils n'y arrivent qu'un peu par hasard parce que c'est à la fois pas dans nos pratiques et pas vraiment dans notre champ de réflexion. J'étais dans la galerie de Madame Bourderon, dans le 3e, là, qui expose des peintures. On a fait une interaction avec le public. C'est des peintures sur le vivant. Et c'était une très bonne occasion de partir sur des objets à partir d'une vision tout à fait différente et qui parlait vraiment à la salle. Bon, alors c'est une salle spéciale. Mais on travaille beaucoup, nous, avec des artistes. Hein. On a une jeune thésarde, Célia Boutillier, des Beaux-Arts, qui travaille dans notre équipe au muséum. Parce qu'on pense que les gens ont besoin de médias pour créer un lien et que la connaissance, elle vient sur ce lien. Et ça, c'est quelque chose. Alors, les fresques du vivant, les fresques du climat, c'est aussi un. Il n'y a pas un seul média. Bon, même, j'ai décliné mon livre sur le sol aussi en une BD. Il y a plein de façons d'opérer la captatio benevolentiae, pour parler un peu latin, pour capter l'auditoire vers l'objet, et nous devons les mobiliser. Je pense aujourd'hui qu'un enjeu très mal visité et par les enseignants et par le ministère, c'est les réseaux sociaux. On s'en plaint en disant « Oh là là, ils disent n'importe quoi, ils croient n'importe quoi. » Mais bordel, c'est un outil. C'est un outil. Alors évidemment, tant qu'on ne l'investit pas, cet outil, ça merde. Mais enfin, Oui. il faut y aller. Alors, il faut y aller, il faudrait qu'on y aille accompagné, hein, parce qu'on ne peut pas y aller pas armé. Hein. Quant au plan science, alors moi, je ne savais pas qu'il était mort, mais je savais qu'il était moribond, parce que quand on a lancé le plan science, si on parle bien du plan science au primaire, je vous rappelle que tout l'argent de la formation continue avait été immobilisé pour ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire, compter. Alors que je fais partie des gens qui pensent qu'il faut avant tout savoir vivre. Il faut savoir, pardon. Savoir vivre. Savoir vivre. Il faut lire, écrire et compter pour vivre, et non pas vivre pour lire, écrire, compter. Et ça veut dire qu'on a oublié dans les fondamentaux le fondamental de notre reconnexion au monde, qui aurait évité peut-être à la génération précédente de faire les erreurs environnementales qu'elle a faites. Et il y a une urgence, c'est qu'on ne bouge toujours pas. C'est toujours pas dans les fondamentaux. Et le plan science au primaire, il est mort parce que tout l'argent va pour lire, écrire, compter, alors qu'il n'y a pas d'hiatus. On pourrait apprendre à lire, écrire, compter sur le vivant et sur l'environnement. Il n'y a pas d'hiatus du tout. Mais simplement, l'argent n'est pas là. Alors, je ne sais pas s'il est mort vraiment, mais je sais que de toute façon, il n'y a pas d'argent. Donc, moi, j'ai participé à des commissions dont la seule ambition était de faire la liste des outils disponibles. Oui, mais les fondamentaux sont le reflet des sociétés en réalité. Donc, c'est quels fondamentaux mettons en place? À l'époque, le latin et l'hébreu en faisaient partie. Oui, voilà. Et Valérie, le GIEC est une instance éminemment interdisciplinaire. On ne pourrait pas, enfin, je n'ose imaginer la somme des chercheurs, des 10 000 et des compétences multiples. Est-ce que ce ne serait pas un modèle, en le simplifiant évidemment, mais un modèle qui pourrait descendre vers l'enseignement? Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant quand on regarde en fait le travail sur la partie climat. Historiquement, il y a eu un travail de géographe,
Il y a eu un travail de naturalistes qui ont essayé de définir les aires climatiques à partir des espèces, en fait, des aires de répartition des espèces, les classifications historiques. Et puis ensuite, il y a eu le travail des physiciens pour comprendre le fonctionnement du climat, se doter d'outils qui permettent de le modéliser, de donner sens à ce qui est observé, de prévoir le temps, et puis ensuite de simuler l'évolution passée, présente, future du climat. Et avec l'influence humaine sur le climat qui a été déjà en fait identifiée dès la fin des années 60, les premiers rapports scientifiques qui datent des années 70, l'objet en fait qui nous interroge, notre influence à l'échelle planétaire, ça a mobilisé en fait la capacité d'agréger finalement de très multiples disciplines scientifiques, techniques, socio-économiques à travers les rapports du GIEC, mais aussi plus largement dans les communautés scientifiques. Ça a été étudié d'ailleurs par des historiens des sciences, des épistémiologues, qui ont montré le rôle que les questions posées par le changement climatique ont joué pour faire émerger des approches scientifiques beaucoup plus intégrées, notamment dans d'autres pays, pas en France d'ailleurs, des instituts de la soutenabilité, qui en fait essaient de construire, de co-construire la manière dont les approches scientifiques, avec les savoirs locaux, avec les savoirs des acteurs de terrain, peuvent apporter des connaissances pour éclairer aussi les besoins, par exemple, de stratégies d'action ancrées sur une démarche scientifique. Voilà, donc il y a en fait ces multiples dimensions qui sont là. Et effectivement, je pense que l'école, et notamment l'école primaire, c'est une opportunité extraordinaire pour faciliter le fait de mettre ensemble des connaissances différentes en géographie, en histoire, sur le vivant, sur le fonctionnement physique, pour en fait aider à comprendre finalement ces interdépendances qu'on soulignait tout à l'heure, et aussi ne plus aborder les choses en silo. Après, c'est plus compliqué dans le temps scolaire, comme il est organisé au collège, au lycée, mais on voit aussi les opportunités de projets transverses et la chance que cela représente quand cela se réalise, justement pour que les élèves comprennent comme finalement ils peuvent s'appuyer sur différentes ressources, différentes compétences pour aborder les choses d'une autre manière et d'une manière profonde en fait. Mmh. J'étais hier, enfin la semaine dernière, il y a 2 jours en Alsace avec des éco-délégués du lycée Stanislas à Wissembourg, et on voyait bien en fait dans la question que formulaient les éco-délégués, les références qu'ils faisaient à leurs enseignants. Ils faisaient référence à l'histoire, à la géographie, mais aussi aux sciences politiques, à la philosophie et aux sciences de la vie et de la terre très souvent. Je me souviens avoir été très marqué par l'histoire du climat depuis de l'an 1000 à nos jours de Fernand Braudel, qui est un livre. Et Emmanuel Leroy-Ladurie. J'ai dit Braudel? Oui. C'est Leroy-Ladurie, c'est ça, hein? Oui. Oui. Et moi, je me rappelle l'avoir lu comme un ovni en 91. J'ai lu ce truc en pensant que c'était vraiment un ovni, alors qu'en fait, c'était le cœur de ce qu'il y a. Moi, je l'ai lu quand j'étais étudiante, ça m'a marqué, ça a joué, je pense, dans mes choix professionnels. Ah oui. Et puis, on parlait de l'émerveillement tout à l'heure, et l'émerveillement, ça peut être aussi, pour moi, ça a été celui des nuages, en fait, simplement rêver, observer les nuages, se poser des questions. Ça a aussi joué un rôle extrêmement important. Oui. Et voilà, donc il y a cet émerveillement, et pour moi, qui n'est pas simplement celui de l'expérience personnelle, intime, mais aussi l'émerveillement de la compréhension. C'est-à-dire comprendre les mécanismes sous-jacents à ce que l'on observe. Et cet émerveillement, c'est quelque chose qui me semble essentiel sur le goût des sciences. Et donner ce goût des sciences dès le plus jeune âge, et notamment aux filles, c'est quelque chose qui est critique pour surmonter tous les biais inconscients qui existent. On n'en a pas trop parlé, mais on est dans des situations où aujourd'hui, on est devant une situation très grave, en fait, sur des freins massifs sur l'implication des jeunes femmes dans les options scientifiques, dans les parcours scientifiques, et agir dès le plus jeune âge, en fait, montrer qu'il y a une place pour tout le monde, en fait, quel que soit le parcours familial, quel que soit son genre, quelle que soit l'histoire des familles, qu'on peut avoir de la place pour tous dans la démarche scientifique, c'est quelque chose qui permet de déconstruire aussi ces préjugés qui sont encore présents dans la société. Marc-André, vous vouliez ajouter quelque chose? On a très peu de temps. Je souscris parfaitement à ça, sur notamment la place des femmes. Moi, on a une bonne parité au niveau des étudiants en thèse dans mes équipes depuis 20 ans. J'y ai vraiment veillé, mais quand je regarde ce qu'ils sont devenus maintenant, là, je ne parle pas, Valérie, seulement de ce qui se passe initialement, mais à partir d'un pool où il y a autant de filles que de garçons, je regarde ce qu'ils sont devenus, et les 3 profs qui comptent parmi mes anciens thésards, ce sont que des garçons.
alors statistiquement, ce n'est pas révélateur, mais on a une société qui est construite pour ne pas profiter de la moitié de ce qu'elle contient. On pourrait parler de Clara Schumann, mais on va parler plus positivement. Moi, si je reviens sur mon chemin personnel, moi j'ai commencé à regarder en regardant des champignons, et quand je les ai bien regardés, je me suis demandé comment ils fonctionnaient, et c'est là que je suis devenu mycologue. Je voudrais vraiment revenir là-dessus. Par rapport aux plus jeunes, il y a ce besoin de créer un lien qui questionne. Et ensuite, nous pourrons répondre aux questions. Mais si nous parachutons les questions, il ne se passera rien. Et le primaire, c'est tout le moment de créer l'environnement dans lequel l'enfant, le jeune adulte, posera des questions. Oui, et ce qui est difficile dans le métier d'enseignant, c'est qu'on ne sait pas quel lien on va créer en réalité, vers où l'émerveillement va mener l'enfant. D'où la nécessité de lui ouvrir un champ de possible, je pense. En réalité, je viens de m'apercevoir que je ne voyais pas le chat et que donc j'avais l'impression que le chat était silencieux et je n'y ai pas accès. Je n'ai pas accès au chat général. C'est pour ça, Jean-Michel, que je t'ai donné aussi peu la parole. Peut-être une toute dernière intervention et il nous restera après 2 minutes à peine. Jean-Michel. Oui, alors il y a beaucoup de questions en fait, mais parce que bon, techniquement c'est questions-réponses. Et alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a beaucoup de choses. J'essaie de sélectionner dans le temps qui me reste. Oui, peut-être les, les différentes disciplines, on a parlé, notamment, et peut-être qu'il y a des choses qui sont peu. Moi, j'aurais voulu insister aussi sur la littérature. On n'a pas trop parlé. On parlait des arts plastiques, la musique. La littérature aussi, c'est peut-être un moyen de créer ce lien très tôt à travers la poésie, mais aussi romans, etc. Et puis peut-être l'histoire, on en a parlé. Vous avez évoqué Laurent Ladurie, mais je crois que on en parle. Il y a très peu d'allusions à l'histoire du climat dans les programmes d'histoire, par exemple, et dans les pratiques. Donc, peut-être là-dessus, un mot pour finir. Un mot chacun très rapide. Je suis confus, on vous écouterait vraiment très longtemps, mais là, il va falloir clore. Valérie. Voilà, parce que vous hésitez l'un et l'autre, alors. Donc, juste un petit mot pour remercier notamment tous les acteurs de la médiation, en fait, qui sont forts de compétences pédagogiques et qui parviennent à rendre accessible l'état des lieux scientifiques le plus récent pour qu'ils puissent être mobilisés dans le temps scolaire. C'est une chose à laquelle je suis extrêmement attachée, faire en sorte que les connaissances les plus récentes que l'on a maintenant, notamment par exemple ce rapport de synthèse du GIEC, le plus rapidement possible, puisse aider à produire des ressources pédagogiques utilisables en classe, de sorte à ce que les connaissances que le monde de la recherche produit, finalement, rentrent le plus rapidement possible dans la culture générale, dans la culture populaire. Voilà, c'est vraiment un immense merci pour tous ceux qui sont intervenus ce matin avec cette capacité formidable à mêler des ressources pédagogiques à cet état des lieux le plus récent. Donc un grand merci. Et puis un grand merci pour le travail des enseignants attentifs à accompagner les enfants. J'ai entendu parler de ces questions d'éco-anxiété. Je veux juste dire un mot sur ce point-là. Pour moi, en fait, n'importe quelle personne sensée qui prend la mesure des enjeux sur le changement climatique vit un maelstrom d'émotions. Et c'est normal. Et l'empathie, c'est une chance, c'est une force. Le contraire, c'est le cynisme. Donc, ce qui peut aussi valoriser cette empathie en mettant des mots, en expliquant que oui, c'est normal de le ressentir, de se sentir connecté aux autres êtres vivants quand on est des enfants, de se sentir concerné par les autres êtres humains qui vivent parfois dans des contextes extrêmement vulnérables, c'est une chance. Voilà. Merci. Et alors, ça, je souscris complètement à ça. Et Valérie, tu as commencé à faire une sorte de zoom arrière. Effectivement, on voit qu'il y a des outils dans la médiation scientifique, il y a des outils dans l'associatif qui peuvent nous aider. J'évoquais aussi tout à l'heure les réseaux sociaux comme un outil potentiel pour intervenir plus sur la jeunesse. Et dans ce zoom arrière, j'aimerais, et pour reprendre un peu le sens de l'intervention de Jean-Michel, j'aimerais vraiment insister sur le fait que les objets dont on parle n'appartiennent pas qu'aux sciences du vivant et de la Terre. Et je vais vous donner une anecdote pour terminer, c'est que l'héritage de Humboldt, qui a été le premier à comprendre lors de son voyage en Amérique du Sud, que finalement, enfin l'un des premiers en tout cas à comprendre que l'homme pouvait modifier des choses comme le cycle de l'eau et avait une profonde empreinte écologique,
cet héritage n'a pas été vu par les scientifiques au 19e. Il a vécu chez des littéraires. Et on lit des choses sur la fertilisation dans La Terre de Zola, on lit des choses sur les égouts de Paris, la perte de fertilité pour la plaine, hein, la plaine appauvrie et l'eau pourrie par le tout à l'égout. On lit des choses qui sont incroyables dans Les Misérables. Et finalement, la première réserve est créée par l'école de Barbizon, donc des peintres qui veulent préserver la forêt de Fontainebleau. Et là, on voit très bien la richesse que ça a et la pauvreté que ça recèle. Parce qu'effectivement, c'est la première réserve, c'est le sentiment d'un besoin de protéger, mais c'est une réserve qui met sous cloche et qui exclut l'homme. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Et donc, quelque part, c'est une réserve qui part d'un bon constat, d'un geste partiellement valable, mais qui serait bien plus valable aujourd'hui. Il est plus valable parce qu'il est aidé de connaissances écologiques et il est vu en interdisciplinarité. Aujourd'hui, on ne fait pas une réserve que pour la peinture ou que pour la protection des espèces. Beaucoup de nos actions de protection sont pensées avec des impératifs économiques et avec la présence de l'homme autour. Donc, le zoom arrière sur lequel je vais terminer, c'est l'interdisciplinarité. On a besoin de toutes les disciplines pour faire une cervelle et dans cette cervelle, pour faire germer les solutions. Car elles existent, Valérie a raison, il ne faut pas céder au désespoir pour faire germer les solutions aux problèmes climatiques et de diversité biologique. Merci beaucoup à tous les deux. Un grand merci pour l'intérêt de votre discours, évidemment, pour vos actions, pour vos écrits. J'ai cité Quel climat pour vos enfants, vos petits-enfants, Valérie Masson-Delmotte, mais aussi Jamais seul et l'origine du monde, je crois, de Marc-André Sellos. Je rappelle que les cahiers pédagogiques ont édité de nombreux articles concernant le climat, la crise actuelle, ainsi qu'un dossier, le 560, que nous avons cité en début de cette table ronde. Allez sur le site, allez également sur le site de La Main à la Pâte qui est dédié à ceci. Enfin voilà, c'est un site magnifique. Je vous remercie de votre présence. Je passe maintenant la parole à Didier Roux, président de la Fondation La Main à la Pâte, à qui il reviendra de clore ce forum. Didier. Merci Jean-Charles. Alors effectivement, je suis le président de la Fondation La Main à la Pâte et j'ai l'honneur de conclure en quelques minutes ce passionnant forum. Alors, je voudrais d'abord rappeler l'objectif. Il s'agissait de donner des exemples d'actions pédagogiques par des acteurs et des initiatives diverses et pas seulement celles soutenues et suivies par la Fondation La Main à la Pâte. Je pense que cet objectif a été atteint et comme l'a cité Catherine Langlais tout au début, nous avons la chance d'avoir une très large participation, plus de 500 personnes, et avec un public national et international, et c'est une très bonne chose. Alors, comme nous l'avons vu, la science et les scientifiques sont des acteurs essentiels des problématiques du climat et de la biodiversité. J'ai l'habitude de dire que sans les scientifiques, il n'y aurait pas de problème reconnu. Ce sont en effet leurs mesures, leurs observations, leurs raisonnements qui permettent des modélisations scientifiques qui amènent à comprendre les conséquences futures de nos actions passées et présentes. En résumé, sans les scientifiques, nous allons dans le mur sans s'en rendre compte. Avec les scientifiques, nous identifions ce mur et dégageons éventuellement des possibilités d'action pour l'éviter. C'est quelque chose qu'il faut comprendre parce que ça montre bien tout le rôle et l'importance des scientifiques, mais aussi évidemment de l'éducation en sciences. C'est donc l'éducation scientifique qui permet aux citoyens de comprendre le lien entre les connaissances accumulées par les scientifiques et les enjeux de société. L'enseignement des sciences est donc un outil indispensable pour comprendre le monde qui nous entoure, et pas seulement les problématiques du climat et de la biodiversité, et répondre aux questions que nous nous posons tous, mais aussi de préparer et d'orienter l'avenir au bénéfice de l'ensemble de la planète. J'aimerais retenir de tout ce qui a été dit, en particulier l'aspect très bien souligné par Marc-André et Valérie, qui concerne l'éducation qui se doit d'être multidisciplinaire et d'amener des bases solides de méthodologie et de connaissances pour pouvoir justement aborder ces questions qui sont complexes, transversales et que nous avons largement débattues aujourd'hui. Je voudrais remercier évidemment tous les participants, vous remercier tous, les animateurs qui ont encadré, organisé les débats, les intervenants et tout particulièrement Valérie et Marc-André qui ont accepté de participer à cette table ronde qui était extrêmement intéressante, et puis nos partenaires, les cahiers pédagogiques en tout premier lieu, l'OCE pour l'organisation de la séance dédiée au climat, et toute l'équipe de La Main à la Pâte qui s'est occupée de la technique et de l'organisation. Alors, je souligne que nous avons fait cette année
une organisation complètement interne avec Brice, Alba et David, évidemment, qui a coordonné l'ensemble. Et je voudrais juste terminer sur le fait que tous les inscrits vont recevoir un questionnaire d'appréciation. Prenez le temps nécessaire à le remplir, vous y passerez 5-10 minutes, pas plus, et ceux qui le remplissent on leur enverra par mail une attestation de participation, mais plus généralement, ça nous permet d'avoir un retour sur les participations de chacun. Donc, c'est un point important que de répondre à ce petit questionnaire que vous recevrez. Voilà, je voudrais une fois de plus remercier tout le monde, et en 2 heures, je pense qu'on a fait un débat et des présentations et des discussions extrêmement riches qui, j'espère, à vous tous, ont apporté quelque chose. Merci à tous et puis bonne fin de journée.